Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de la DFCG. Je suis Philippe Bertin. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire organisé donc par la DFCG, mais aussi par l'éditeur logiciel Anaplan et la société de conseil Beyond Plans. Un webinaire consacré aujourd'hui à ce qu'on appelle la planification connectée. Alors, est-ce que c'est encore un nouveau concept marketing? Est-ce que c'est une promesse pour un futur plus ou moins proche? Ou est-ce que c'est déjà une réalité dans certaines entreprises? Et si c'est le cas, eh bien, comment peut-on mettre en œuvre cette planification connectée et avec quels bénéfices attendus? Alors, pour que nos échanges se basent sur une expérience bien réelle et qu'on ne reste pas au niveau des concepts, j'ai le plaisir de réunir ce matin deux acteurs clés d'un seul et même projet autour de la plateforme Anaplan telle qu'elle a été déployée chez PwC. Brigitte Alban, bonjour. Ah, je crois qu'on a perdu le visuel en visuel, Brigitte. Ah non, peut-être pas. Non, 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 pardon. non. Non, non, pas du tout. Bonjour Brigitte. Alors Brigitte, vous êtes la CFO de PwC pour la France et le Maghreb, et c'est vous qui avez été, je crois, à l'initiative de ce projet, un projet qui se poursuit d'ailleurs toujours. Alors, on ne présente plus PwC, c'est un grand cabinet de conseil, d'audit, d'expertise juridique et fiscale. En France et au Maghreb, ce sont, je crois, près de 7000 collaborateurs au total, avec une spécificité qui a beaucoup à voir avec la nature même du projet dont on va parler, à savoir le besoin d'une très forte intégration des finances avec les ressources humaines du fait même de votre modèle économique. Vous nous expliquerez tout ça en détail et surtout ce que le projet vous apporte au quotidien. À vos côtés, enfin à quelques écrans près, bienvenue à Slim Afes. Alors vous, Slim, vous êtes celui qui, côté prestataire, avait orchestré et continué donc de piloter tout le projet. Alors le prestataire, en l'occurrence, c'est Beyond Plans. C'est une société spécialisée dans le pilotage de la performance, qui est un partenaire certifié et exclusif d'Anaplan depuis pas mal d'années. Beyond Plans intervient donc côté finance et RH, comme on va le voir sur ce projet, mais aussi sur des projets qui concernent plus la supply chain ou encore les ventes et le marketing. Je précise que vous dirigez le centre de compétences de Beyond Plans en Tunisie, puisque l'entreprise est également présente là-bas. Alors pour commencer, Slim, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que cette planification connectée? À quoi elle sert? À qui elle s'adresse? Et en quoi c'est véritablement nouveau? Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs. Donc effectivement, l'idée de la planification connectée ou la notion, je pense que c'est pas une idée nouvelle en fait, hein. Elle a surgi depuis qu'on a commencé à mettre en place des solutions d'idées à la planification et à l'élaboration budgétaire, pardon. Donc, et c'est vrai que ce besoin-là, il a été senti ou pressenti et a évolué au fur et à mesure que ce domaine de l'EPM évoluait dans le temps. Mais c'est seulement ces dernières années, on commence à voir et à constater que la planification connectée passe d'un statut de utopique ou idéaliste ou une promesse, comme vous l'avez appelé tout au début, à une exigence des entreprises. Les entreprises sont de plus en plus en quête d'agilité, de souplesse, de casser les cloisons entre les différentes fonctions de l'entreprise pour que le process de planification soit le plus intégré et le plus collaboratif possible. On ne fait plus de budget ou de ce budget par fonction pour qu'on la consolide par la suite, mais on met à contribution tous les acteurs, toutes les fonctions de l'entreprise dans un même et seul process pour un seul objectif. Voilà. Et donc, je pense que l'avènement des nouvelles technologies, alors c'est pas si nouveau que ça à un appelant, mais un appelant en l'occurrence, amène de la puissance technologique et de l'évolution technologique qui permet de faire ça. Donc aujourd'hui, on est en cœur et dans l'articulation même de la planification connectée qui met en exergue la possibilité de faire de la planification multilatérale avec plusieurs acteurs dans un même et seul process avec des itérations de la simulation jusqu'à atteinte des objectifs. Très bien. Je me tourne maintenant vers vous, Brigitte, hein. Est-ce que ce que vient de nous dire Slim, c'est précisément ça qui a été le moteur de votre projet? Quels en étaient les enjeux? Ou dit autrement, quelle était la situation de départ chez PwC et en quoi elle n'était pas complètement satisfaisante pour vous? Bonjour Philippe, bonjour Slim, bonjour tout le monde. Alors, rétrospectivement, on peut se dire, oui, oui, on a fait un super choix éclairé sur tous les aspects qui viennent d'être évoqués. Je suis obligée de vous dire que c'est pas du tout ça, en fait, hein. Euh,
Anaplan, c'est un univers qu'on connaissait déjà chez PwC, exclusivement circonscrit au domaine des ressources humaines. Les ressources humaines avaient déjà quelques modules Anaplan pour lesquels la finance et dans lesquels la finance n'était absolument pas impliquée. Le projet qu'on a développé, le premier projet qu'on a développé avec Beyond Plans, c'était de remettre complètement à plat, donc un développement from scratch. Il existait évidemment un outil de planification des effectifs et de masse salariale dans une firme comme PwC. On se doute bien qu'on ne faisait pas ça avec juste un Excel. En revanche, l'outil ne donnait plus satisfaction, ou en tout cas ne répondait plus aux attentes. Et donc, l'objectif, ça a été, avec ce qu'on comprenait et ce qu'on comprend toujours aujourd'hui de la puissance d'Anaplan, de redévelopper quelque chose pour justement intégrer la fonction RH et la fonction finance autour de cet outil qui permet de modéliser l'évolution des effectifs et de la masse salariale correspondante. Donc, au départ, c'est ça l'objectif. Très Et bien. c'était ce projet-là unique. Oui, oui, très bien. Et du coup, vous, Slib, en tant que prestataire, comment vous avez envisagé de répondre à ces besoins spécifiques de PwC? Quels étaient en début de projet les principaux défis techniques, mais aussi, j'imagine, des défis plus organisationnels qu'il a fallu relever? Oui, en fait, alors chez Beyond Plans, on a l'expérience de cette planification connectée. On a par le passé fait des projets aussi bien sur des fonctions comme la RH ou comme les ventes ou comme d'autres fonctions qui permettent à la fin de créer un process unifié et connecté entre les différentes fonctions et arriver à un compte de résultat euh, euh, objectif et finalisé en termes de prévision. Donc, on est parti au début avec cette approche-là. Sauf que tout de suite et très rapidement, on s'est rendu compte que effectivement, chez PwC, on a des spécificités qui sont complètement incontournables et qu'il fallait effectivement qui nous challenge et qu'il fallait les traiter au fur et à mesure du développement. Donc, le premier challenge, c'était le fait que chez PwC, on a à faire pas une seule entité en termes d'organisation et d'opération et de business, mais à ce qu'on appelle les lignes de service. Il y a 5 lignes de service, ce qu'ils appellent communément les LOS. Et chaque ligne, alors il y a 4 lignes de service qui sont destinées pour le business, pour le métier, pour la prestation client, et une ligne de service pour les fonctions internes. Et on s'est tout de suite rendu compte que chaque ligne de service, elle a une petite spécificité, enfin relativement des spécificités et une certaine indépendance à gérer leur process. Ils ont le même calendrier, ils ont le même planning de prévision budgétaire, ils ont le même target, la même cible, mais au final, les trajectoires sont relativement indépendantes et différentes. Donc, tout de suite, la première question, par exemple, c'est la granularité de la donnée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit l'application qu'on a mis en place, on a essayé, autant que faire se peut, de répondre à toutes les problématiques, mais sans pour autant créer 5 applications. On a une seule application, un seul process, mais on répond à certaines spécificités justement, au bord de chaque ligne de service. Et le premier défi, c'était de dire certaines lignes de service sont tellement volumineuses et importantes en volume et en nombre que on ne pouvait pas descendre à une granularité très fine au niveau du matricule. Et à contrario, on a d'autres lignes de service qui disent nous, on va que sur la partie individuelle. Donc, on était obligé déjà dans la modélisation de dire on ne fait pas un modèle uni-voie ou uni-trajectoire, mais on fait un modèle avec 2 trajectoires individuelles et slash ou agrégées qui convergent par la suite vers la même cible. Donc ça, c'est vraiment la première spécificité. La deuxième, c'est il y a une quête permanente de précision chez PwC. C'est vraiment C'est un peu leur métier en même temps, hein. voilà, exactement. Enfin, je ne les en veux pas pour ça, évidemment. Mais clairement, aujourd'hui, on est tout le temps en train de rappeler qu'on est sur un process budgétaire et quand bien même, sur la partie
réel sur la partie lecture de la data. On est obligé chaque fois de donner des voies de traçabilité, le détail. Par exemple, sur la partie RH, les différents changements, qui soient des entrées, des sorties, des changements de contrat, des changements de grade, des changements de les mobilités internes, les suspensions. Tout doit être tracé et d'un simple clic, on doit savoir retourner vers l'information de début. Et à cela, donc, il y a un challenge dans un implant, donc la construction et la modélisation de tout ce détail-là pour qu'il soit à la fois pertinent, précis, juste, mais aussi sans apporter de la lourdeur derrière dans l'administration. Ça, c'est important. Et le deuxième défi dans ce même sujet-là, c'est que au début, on avait aussi des problèmes de data quality ou de qualité de données, pardon, dans les systèmes sources. Et je pense que Brigitte, ici présente, et la direction du projet, ils ont fait un effort considérable. Je sais qu'il y a d'autres projets pour fiabiliser la donnée en source. Et ça a pris un peu de temps, mais on voit aujourd'hui qu'il y a un travail qui a donné ses fruits sur ces aspects-là. D'accord. Alors Brigitte, Slim vient de nous dire qu'il y avait différentes lignes de service qui exprimaient des attentes qui Oui. pouvaient diverger. C'est facile de contenter tout le monde. Comment on arrive à un compromis sans générer trop de frustration? Alors, la particularité de ce projet et de son copilotage entre le patron des opérations RH et moi-même a fait que quelque chose qui ne s'était encore jamais produit, c'est qu'on a fait converger nos besoins et nos attentes. Auparavant, cet outil de planification et de modélisation des effectifs et de la masse était un outil qui était à 100% piloté par les RH. Et en fin de processus, la finance héritait, extrayait les données, les prenait dans un outil qu'on avait de planification. Et c'est là qu'on commençait à comparer ce qui sortait de l'outil RH et ce que nous, on attendait côté finance. La particularité là du projet, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce copilotage. Et ce copilotage, il a été très, très inspirant et très structurant pour Beyond Plan, c'est ce que Slim vient d'expliquer, parce que en même temps qu'on avançait techniquement dans le déploiement, les paramétrages, etc., et que notre intégrateur nous mettait en évidence des contraintes, des conséquences, etc., qu'il fallait intégrer, en même temps, nous, on faisait évoluer le processus et on a fait évoluer, en fait, un principe de convergence, c'est-à-dire on recueille le besoin des RH, mais on est dans un processus budgétaire, comme ça vient d'être précisé, et donc on ne peut pas non plus faire de la gestion individuelle de personnes. Ce n'est pas un outil de SIRH. Et donc, ça a permis de travailler aussi sur la philosophie, les attendus et la collaboration forte, permanente, ce que l'outil qui a été développé permet. Ce n'était absolument pas le cas auparavant. Est-ce que ça veut dire, Brigitte, que sur ce genre de projet, alors on parle souvent de la dimension humaine dans la conduite de projets informatiques, c'est un peu comme une tarte à la crème, mais on voit bien qu'ici, il y a un côté adoption, apprendre à travailler ensemble, améliorer la collaboration. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui a compté de manière très critique, presque autant que la partie purement technique? Alors clairement, ça a compté autant. Parce que si je caricature et que je force le trait, si on avait reproduit les schémas antérieurs où c'était un projet RH au départ, hein, parce que finalement, projeter les effectifs et la masse salariale correspondante, on pourrait se dire, c'est déjà quelque chose de RH, surtout dans un univers comme le nôtre. Si on avait laissé conduire le projet ainsi, on n'aurait absolument pas eu le résultat au niveau qu'on l'a aujourd'hui. Et ça a permis véritablement d'instiller un changement culturel dans l'entreprise. Je pèse mes mots quand je dis ça. C'est-à-dire que là, maintenant, l'ensemble de la firme et de son management a compris les effets positifs et la puissance de ce qui a été développé au regard de cette collaboration. Et donc, on y viendra après sur la suite des projets. Oui, on va revenir sur le déroulé et notamment sur la place que doit jouer le partenaire Anaplan dans cette dimension pas forcément technique du projet. Pour le moment, je voudrais qu'on puisse, si vous me permettez, visualiser plus concrètement la solution qui a été mise en place. Je crois que Brigitte et Slim, vous avez préparé une cartographie assez complète. Est-ce qu'on Oui. pourrait maintenant prendre quelques instants pour... Alors, en effet, je vais me permettre de partager mon écran. Donc, en effet, donc, on a essayé de préparer une carto qui serait la plus complète possible, mais aussi la plus simplifiée pour qu'elle soit compréhensible de tout le monde. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de reproduire
les documents qui ont été faits pour les projets, mais quelque chose qui serait compréhensible de l'ensemble du public. Alors, est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui. Très bien. Alors, donc le schéma, c'est un schéma qui, comme on vient de l'expliquer, qui se base sur un process à deux piliers. Le premier pilier, c'est la partie RH, et le deuxième pilier, qui est piloté par ce qu'ils appellent les HC, les Human Capital Management ou les RH. Et puis, le deuxième pilier, pardon, il est piloté par les contrôleurs de gestion et la finance. Donc, tout se passe, bien sûr, dans notre modélisation à Anaplan. Donc, le premier modèle qu'on a appelé Phoenix, donc voilà, c'est le nom du projet. Alors, il commence donc par aller puiser des données sociales et des données qui sont relatives à toutes les données relatives à la contractualisation, à la présence, à la suspension, l'absence, les grades, donc tous les aspects sociaux justement des individus, donc au réel. Donc ça, ils vont le chercher dans l'outil Workday. Donc, et cette partie-là, elle sera traitée, elle sera normalisée, urbanisée pour donner à la fin un comptage des headcounts et des différents indicateurs d'ETP. Il faut dire qu'on ne fait pas qu'un seul calcul d'ETP, mais on a tout un panel de règles de gestion pour calculer. Alors, il y a l'ETP contractuel, il y a l'ETP payé, l'ETP absence, l'ETP net, l'ETP disponible. Donc, il y a tout un panel de calculs qui se fait déjà à ce niveau-là. D'accord? Donc, deuxième flux de données du réel, c'est la partie euro. Donc, c'est la paie et c'est la valorisation en masse salariale, justement, individu par individu. Là, on est vraiment sur une finesse par matricule. D'accord? Donc, ça constitue la partie du réel. Cette partie-là va être utilisée justement pour commencer à projeter le prévisionnel. Donc, quand on commence à ouvrir un exercice budgétaire, par exemple. Donc, ce qu'on a réussi à en mettre en place, c'est que dès le premier jour, dès l'ouverture justement de ce process, il y a déjà un panel d'hypothèses globales au niveau des lignes de service, qu'il s'agisse des échelles de promotion, d'augmentation, des hypothèses qui sont déjà prédéfinies initialement, qui permettent de donner une première projection. C'est-à-dire, à l'ouverture de l'exercice budget, on a déjà un budget qui est déjà projeté jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça donne beaucoup d'agilité et ça donne une première balise ou une référence justement à l'utilisateur ou au responsable RH pour qu'il voit par rapport à sa directive ou par rapport à son cadrage, il en est où et qu'est-ce qu'il doit, sur quoi il doit jouer justement. Et c'est après justement cette projection-là qu'on va entrer dans l'itération budgétaire. C'est-à-dire là, il y a un premier niveau de validation. Donc évidemment, après le calcul automatique, on ne sera pas à la bonne version dès le premier coup. Mais c'est là où on va entrer dans ce qu'on appelle le pilotage, qu'il soit pilotage à une granularité individuelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou à un pilotage pour certaines lignes de service qui sont très, très importantes en volume, à un niveau agrégé. Et donc, on passe sur cet aspect itération pour la partie headcount et ETP, et aussi pour la partie valorisation, puisqu'on récupère aussi des grilles salariales prévisionnelles qu'on va appliquer sur le parc qu'on est en train de piloter. Donc, de cette itération-là, on va sortir avec une topo complète des headcount et ETP d'un côté et de la valorisation en euros de l'autre côté. Donc, tout ce process-là a constitué ce qu'on appelait le projet Phoenix et qui, par la suite, a donné justement lieu à un deuxième projet pour dire maintenant, je dois valoriser cette partie-là dans mon compte de résultat final au final. Et donc, c'est là où on entre dans le deuxième modèle. Je vous coupe un instant, Slim, oui. Et je me tourne vers Brigitte. Au départ, le modèle Phoenix était le seul projet qui était envisagé. À quel moment vous vous êtes dit, bon, on est vraiment sur quelque chose qui crée de la valeur pour l'entreprise, on embraye sur le projet suivant? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors déjà, pour des raisons propres à notre firme et à notre trajectoire d'évolution de nos systèmes d'information au plan plus général, on savait qu'à un certain horizon, qui n'était pas encore très défini, on allait devoir
changer d'outil de planification budgétaire au plan finance. Mais on n'avait pas une deadline fixe. Quand on a commencé à travailler sur le projet avec Beyond Plans, j'ai senti qu'on avait là l'opportunité d'accélérer le changement de notre processus de planification budgétaire côté finance en justement intégrant et en déversant en automatique les éléments qui allaient être construits dans l'ANAPlan Phoenix. Alors que jusqu'à présent, comme je le disais en introduction, on récupérait ce qui sortait d'un outil, on va dire, qui était censé faire la même chose. On avait un fichier plat qui sortait, c'était récupéré par les contrôleurs de gestion et derrière, ils faisaient des simulations. Je me permets juste d'insister 2 secondes sur un point, c'est que je pense que nos auditeurs connaissent bien les spécificités d'une boîte de conseil comme la nôtre, mais il faut imaginer qu'une boîte de 7000 personnes a un taux de turnover en moyenne d'à peu près 20%, donc un renouvellement des effectifs énorme, d'où l'importance d'avoir des grilles de salaire, puisqu'il y a des grilles en fonction des écoles, des parcours, et donc un processus qui est beaucoup plus lourd côté business que dans une boîte classique où on est sur des modèles beaucoup plus standardisés avec simplement quel est le taux moyen d'augmentation des salaires que je vais appliquer dans ma firme l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on est dans un processus bien plus engageant et bien plus lourd que ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est ça aussi qui faisait que il était important de pouvoir récupérer toute cette richesse de données pour les simuler ensuite dans la partie financière, parce qu'à un moment donné, une boîte comme la nôtre, elle vend des heures. Alors, on a du forfait, mais quelque part, derrière, c'est toujours du temps à passer. Et donc, dans la modélisation, avoir la richesse de ce détail et l'incorporer en direct, plutôt que de construire des tableaux Excel à côté, c'est quelque chose de clé. Et c'est ça que j'ai commencé à percevoir au bout de quelques mois de projet. Parfait, c'est très clair. Slim, je vous redonne la parole. Merci, merci Brigitte. Donc effectivement, donc le projet FP&A est arrivé, donc je pense après la mise en production de Phoenix ou quelques semaines après, justement parce qu'il fallait profiter de toute cette chaîne de valeur jusqu'au calcul du net income, hein, du résultat net. Donc on va le voir. Donc une fois cette itération, alors une fois l'itération, on est arrivé au bout de l'itération RH, donc effectivement, ces données-là sont récupérées automatiquement dans FP&A. Alors, c'est récupéré ligne de service par ligne de service. Chaque ligne de service est responsable et propriétaire justement de ce flux-là pour qu'elle aille après, effectivement. Donc, comme vient de le préciser Brigitte, pour la partie headcount, elle n'est pas seulement capitale pour calculer les coûts ou la masse salariale, mais aussi pour calculer le revenu. En n'oubliant pas qu'on a affaire à une société où on vend des heures et on vend de la prestation qui est basée sur des ETP productifs ou des ETP disponibles. Donc, il y a un calcul, il y a le premier niveau de calcul qui est effectivement cette partie revenu ou time-based revenue. Ensuite, vient effectivement le calcul des coûts ou des masses salariales. Donc, effectivement, la masse salariale, chez PwC, elle est divisée en deux. La partie productive, elle est au niveau de la grosse margine, on va la voir tout de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le Client Service Staff Cost. Et puis, une partie qui concerne les fonctions internes, les fonctions support, qui est plus dans la deuxième moitié du compte de résultat. Donc, on va le voir après. Donc, ça, c'est la première brique qui va constituer notre compte de résultat. Ensuite, donc, il y a des fonctions et des cases qui sont propres à FP&A, hein, donc qui sont saisies ou calculées dans le modèle FP&A, qui vont alimenter après aussi le compte de résultat. Donc, la première partie, c'est la marge brute, hein, la grosse margine, et la deuxième partie, c'est les fonctions internes, donc, et les coûts directs et nationaux, ce qu'ils appellent les coûts directs et nationaux. Donc, après, plus intérêt et taxes, jusqu'à arriver au net income. Donc là, la construction se fait brique par brique, mais ce travail itératif, cette itération, elle est faite depuis le début. C'est-à-dire là, les contrôleurs de gestion et la fonction finance, elle n'est pas concernée par l'itération que sur le modèle FP&A, mais elle est tout en amont avec les HC à préparer les targets. Parce que, comme l'a dit Brigitte, c'est important. On est en train de préparer des targets sur la partie revenu et sur la partie coût
dès le début, dès la valorisation des headcount et des attritions. Donc ça, c'est les prévisions de net income et en parallèle, pareil, donc on a aussi un processus de suivi du réel. Donc on récupère toute la balance compte de résultats de SAP, l'outil ERP qui est en place. On récupère aussi, ou on va récupérer parce que cette partie-là n'est pas encore finalisée, voilà, la partie suivi d'activité pour qu'on puisse aussi comparer les taux d'utilisation, les taux de staffing, etc., par rapport à ce qu'on est en train d'utiliser comme indicateur ici dans la partie revenu. Et on fait aussi la partie reporting du suivi du réel avec les headcounts et les ETP qui viennent déjà de facto de Workday. Voilà, donc ça, c'est le moteur global de ce qu'on a mis en place. On voit qu'il y a deux briques, mais ces deux briques-là sont complètement connectées. Et on l'a vu très concrètement et très précisément à l'exercice qui vient de se passer, parce que là, on vient de presque clôturer l'exercice budgétaire de 2025. En fait, chez PwC, l'exercice budgétaire, il va de juillet à juin. Donc, l'exercice budgétaire on vient juste en phase d'être clôturé. Et on a vu tout de suite que ce passage entre Phoenix, HC ou RH et la finance, c'est un passage qui est complètement connecté et il est resté à la main des key users, des lignes de service. C'est pas, on n'appelle pas des administrateurs ou de l'IT ou pour le faire, mais on est directement dans le cœur de l'événement. C'est-à-dire, si j'ose dire, c'est-à-dire les financiers, ils sont avec les HI en train de préparer les premières moutures, à faire des itérations, et automatiquement, ils voient les répercussions dans leur compte de résultats. Voilà, j'espère que c'était clair. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, pour en arriver là, j'aimerais que vous nous racontiez maintenant comment cette solution a pu être mise en œuvre. J'imagine qu'il a d'abord fallu faire une analyse détaillée du besoin, évidemment, un inventaire des exigences donc spécifiques à l'environnement de PwC, mais aussi une revue des attentes des différentes parties prenantes, Slim? Oui, alors, notre rôle principal en tant qu'intégrateur, c'est quand même, premièrement et principalement, c'est de mettre en place la solution Anaplan. Alors, mettre en place ou la mise en place de la solution Anaplan passe forcément par un travail de modélisation. D'ailleurs, dans Anaplan, c'est une spécificité. Nos consultants, on les appelle des model builders, hein, pour reprendre la terminologie de l'éditeur, des model builders et des solution architects. Donc, on est de facto sur un travail de conception et de modélisation technique. Pour en arriver là, on doit effectivement être partie prenante, si j'ose dire, ou même fortement impliqué sur le recueil de besoins et même sur la finalisation de la conceptualisation du besoin, c'est-à-dire même d'un point de vue fonctionnel. On est impliqué sur récupérer déjà ce qui existait. Alors, on est parti, comme l'a précisé Brigitte, d'une feuille blanche. Mais on a quand même eu déjà dans nos discussions, toujours un bloc qui nous rappelle quels sont les pain points qu'on avait, enfin les points douloureux ou les points d'achoppement qu'on avait sur le process avant Phoenix. Donc, on regardait ça en ligne de mire, on regarde les besoins et on amène aussi notre expérience de ce genre de projet, même s'il y a des spécificités chez PwC, mais c'est des process financiers, enfin le compte des résultats, c'est un compte de résultats qu'on a l'habitude de travailler, d'élaborer. Donc, on essaie de guider le client, enfin, l'équipe du projet, vers une solution qui serait la plus précise, la plus optimale, la plus performante, mais aussi la moins douloureuse en termes d'administration, la moins coûteuse en termes d'efforts de saisie et de process, et la plus rapide à utiliser, et la plus appropriée pour l'utilisation ergonomique. Donc cet arbitrage-là vient du fait qu'on a une certaine expérience de ces projets, on a une expérience de l'utilisation de ces outils-là. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire des projets, mais il faut aussi pratiquer et savoir comment c'est exploiter ce genre de solution. Et on essaie de mettre des balises ou de clarifier cette vision-là et cette projection-là dans l'outil à l'équipe de projet pour qu'ils aillent effectivement sur la solution la plus optimale. D'accord. Et donc, côté utilisateur, maintenant, Brigitte, où en est le projet à date? Quels sont d'ores et déjà les gains dont vous pouvez nous parler, les gains apportés par la solution, et vers quoi cette solution est censée évoluer dans les mois à venir, puisque le projet est toujours
en cours. Vivant. Alors, si vous permettez, je voudrais juste rebondir sur les choses, enfin, Bien sur les sûr. éléments que Slim vient de mettre en exergue. Ce projet n'aurait pas été, à mon sens, au niveau de qualité finale, je vais rester pour l'instant sur la partie Phoenix, si en interne, côté PwC, on n'avait pas eu une vision très claire et très incarnée par des gens sur ce qu'on attendait de la solution. Parce que sinon, si on avait laissé exclusivement les RH, et je parle sous le contrôle de Beyond, si on avait laissé exclusivement les RH piloter le projet, ils auraient reproduit ce qu'ils connaissaient déjà. Et ce qu'ils connaissaient déjà, à mon sens, n'était pas au niveau qui aurait permis une aussi belle et aussi efficace intégration entre Phoenix et FP&A. Donc, un projet comme ça veut dire aussi être capable de revisiter ces processus, la manière dont on conçoit l'exercice et dont on conçoit la collaboration entre les départements. C'est-à-dire que ce qui a été novateur ici, et je l'ai dit en introduction, c'est le fait que le contrôle de gestion avait accès à l'outil Phoenix, non pas pour aller modifier les données qui étaient saisies par les RH, mais pouvait monitorer le progrès, l'avancement du processus budgétaire et tout de suite attirer l'attention des RH sur le fait que peut-être qu'ils avaient pris une orientation qui n'allait pas permettre de tenir le cadrage. Parce qu'en amont de tout ça, au moment où on ouvre les vannes en disant go pour le processus budgétaire, on a produit un cadrage qui est à la fois sur des grandes orientations, mais qui cette année, pour la première fois, est descendu finement en disant dans Phoenix, on s'attend à ce que ligne de service par ligne de service, vous produisiez une masse salariale de ce niveau-là, parce que ça permettra de tenir le cadrage financier total du PNL de la marge brute. Donc, vous voyez une espèce de renversement quand même de la solution. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On s'était mis comme objectif d'avoir finalisé côté Phoenix ce qu'on a appelé la V3. La V1, c'était pour le lancement du processus en 2024. On a ensuite amélioré l'outil Phoenix pour notre exercice de forecast qui s'est déroulé en décembre 2023. Et on avait, compte tenu du retour d'expérience de la phase 1 et du forecast, on savait parfaitement ce qu'on voulait améliorer pour la phase 3, on va dire, et le processus budgétaire de 2025 côté Phoenix. On va dire qu'on s'est fait déjà un débrief, même s'il n'est pas encore, et s'il n'a pas encore embarqué 100% des participants. Le débrief, c'est qu'on est à la cible. On va améliorer, fine-tuner un petit peu, mais enfin après, le mieux est l'ennemi du bien. En tout cas, on est aujourd'hui à la cible. Et pourquoi est-ce qu'on est à la cible? Parce que la chose qui nous préoccupait un peu, c'était qu'on n'avait pas complètement répondu présent à l'attente de simulation des RH. Et là, j'en viens à où est-ce qu'on en est aujourd'hui côté FP&A. On a livré pour le processus budgétaire 25 qui vient de se clôturer avec une validation au comité de direction en intégration parfaite jusqu'à la marge brute. Et donc, les simulations, elles se sont faites finalement dans l'outil FP&A en collaboration complète avec les RH parce que quand vous bougez côté RH, ça alimente en quasi instantané les modifications côté FP&A. Et donc, cette zone de simulation a été déportée pour un plus grand bénéfice parce que quand on simule et on fait varier les people et la masse salariale, ben finalement, on fait varier la marge brute et on voit si on atteint le cadrage ou pas. Clairement. Donc ça, c'est sur la partie où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On s'était fixé comme objectif pour 25 d'être au moins au niveau de la marge brute côté FP&A et peut-être un peu plus. On n'a pas réussi à aller à plus bas en intégration complète. On a des bouts, des briques qui existent sur la partie en dessous de la marge brute, mais on a voulu absolument sécuriser la partie marge brute et ne pas mettre une pression excessive sur la partie aval. Donc, celle-là, elle est en cours en ce moment. On est en train de travailler sur la complétude sur la partie FP&A. Là, je peux repasser la parole à Beyond qui peut peut-être un peu mieux dire ce qu'on est en train de faire pour continuer d'avancer. Et je reviendrai après sur les objectifs qu'on a pour les mois qui viennent. Slim? Oui, non, mais je confirme tout à fait. Donc aujourd'hui, on a sécurisé, on a eu cette volonté et ce choix qui a été conjoint entre nous, Beyond et surtout le client, enfin PwC,
pour sécuriser la partie grosse margin. C'est là où il y avait un enjeu. C'est la première partie qu'on a commencé effectivement à traiter et qui couvre une grosse partie justement de l'objectif. Maintenant, on a la deuxième partie qui s'appelle coûts directs et nationaux, sur laquelle on a des briques qui sont là, notamment qui sont liées au modèle RH. Hein. Toutes les cases RH sont bien remplies, mais il reste effectivement quelques travaux sur les allocations analytiques et les allocations de coûts directs et nationaux, effectivement, à repeaufiner. Donc, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont en train de repeaufiner, qu'on est en train aujourd'hui de livrer sur les quelques semaines à venir pour qu'elles soient prêtes pour le prochain exercice du forecast qui aura lieu, je pense, en septembre ou en octobre prochain. Donc, et là, on aura complété la boucle, effectivement. Donc, ça, c'est sur le court et moyen terme, c'est même tout de suite. Hein, donc, voilà. Après, je sais qu'en termes de perspective, il était question aussi, à un moment du projet, de rajouter une deuxième brique de simulation encore pour la partie RH. Mais comme vient de l'expliquer Brigitte, là, en faisant cet exercice-là, en faisant correctement les itérations et en profitant justement de cette puissance qu'on a mis sur le caractère élaboratif et de l'élaboration dès le début, je pense que tout le monde s'est rendu compte que cette phase de simulation, elle est déjà intégrée dans le process d'élaboration, elle est déjà en amont. Donc, il n'y a pas besoin d'aller rajouter encore des simulations un peu high level pour le faire. On est déjà dans la simulation. Donc, ça, c'est important. Après, moi, en termes de perspective, classiquement, on a tendance, quand on a bouclé le compte de résultat prévisionnel du budget et du forecast, on commence à dire maintenant, est-ce que c'est le moment opportun d'aller ouvrir l'application pour d'autres choses comme, alors, il y a le plan stratégique, le plan à moyen et long terme, est-ce que c'est opportun? Parce qu'effectivement, on prend le budget ou la reprévision ou le forecast comme base justement d'extrapolation pour aller faire ces projections-là. Mais il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur aussi, d'amener aussi un peu de l'intelligence artificielle à un moment sur ce process-là pour, par exemple, aller modéliser les taux d'attrition, enfin de sortie. Oui. Je crois d'ailleurs qu'on a une question voilà, là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. et des indicateurs comme ça. Donc ça pourrait être aussi devenir un complément intelligent et rationnel, effectivement, à ce qu'on est en train de mettre en place là. Ok. Bon, ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on échange, et à vous écouter tous les deux, on a l'impression que ce projet, c'est un véritable conte de fées, que tout le monde est content, que tout s'est passé de manière absolument parfaite. Or, on le sait tous, la réalité, elle est souvent plus nuancée sur un projet de ce type. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a eu des moments de doute, de difficulté, voire des points où le projet aurait pu basculer, Brigitte, entre nous? Alors, il y a une partie qui est liée à l'humain et à l'adoption du projet, mais avant même de parler d'une adoption de l'outil, concrètement, qui est l'adoption de la philosophie et de la manière de travailler. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, et Slim l'a souligné aussi, c'est que les RH, elles confondaient l'exercice budgétaire avec un exercice de revue des salaires, revue annuelle des salaires. Et donc, lors du lot 1, certains et certaines ont été trop dans le détail et sont restés trop dans ce qu'on appelle dans la brique verte là, le pilotage individuel, et ont voulu faire des adaptations ligne à ligne en disant oui, non, mais un tel, il ne sera pas promu, je pense, et puis là, ce salaire-là, il n'est pas exact, etc. Donc, en fait, il y a eu des difficultés liées à l'alignement entre finance et RH sur qu'est-ce que c'est qu'un exercice budgétaire. On ne vous demande pas de dupliquer l'exercice de revue annuelle des salaires que vous faites par ailleurs dans un autre module. Et donc, de faire quelque part comprendre que dans un exercice budgétaire, on n'est pas aussi précis. Et donc, ça, c'est compliqué parce qu'en fait, l'outil le permettait. Ça, c'était le premier point de difficulté. Le deuxième point, c'est que comme l'outil précédent était déjà dans un environnement Anaplan, on a sous-estimé côté gestion du projet, et les gestionnaires RH ont sous-estimé de leur point de vue le fait que ce n'est pas parce que ça porte le même nom Anaplan que c'est naturel, instinctif et que ça va se faire tout seul, parce qu'il y avait des changements. Et donc,
alors qu'on a fait beaucoup d'ateliers de prise en main, de recettage, ça a été insuffisant. Et dans la première version pour le processus budgétaire 24, ça a été un petit peu laborieux pour eux. Ils l'ont vécu comme quelque chose de laborieux et ils ont conclu que l'outil n'était pas tout à fait aussi au rendez-vous que ce qu'on leur avait dit qu'il serait. Et comment on résout ça sur le long terme? Alors, on le résout déjà par une nouvelle version où on a quand même embarqué des petits éléments d'ergonomie ou L'ergonomie. d'attente qu'ils avaient, mais de toute façon, à un moment donné, il faut aussi faire le tri dans ce qui est demandé parce que tout n'est pas raisonnable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on a beaucoup, beaucoup plus cranté de réunions, d'ateliers, de présentations, d'animations, etc., pour leur faire vivre l'outil, parce que finalement, ils nous ont dit, non mais attendez, nous, notre métier, c'est pas de recéter un outil. Nous, on est RH, on n'est pas là pour recéter. Et Bien pour sûr. faire comprendre à cette population que recéter, ça veut dire aussi adopter, comprendre et s'assurer que ça fonctionne bien, bah, du coup, on a passé beaucoup plus de temps et on a vraiment mis dans les agendas des réunions et ils ont compris que c'était important et ça a été un gros changement. Ouais, je comprends. Ça m'amène à une question pour Slim. Vous, en tant qu'expert Anaplan, est-ce que, si on extrapole un peu, vous pourriez nous préciser finalement le rôle d'un prestataire comme Beyond Plan sur ce type de projet? J'imagine que ça va bien au-delà, et c'est ce que vient de souligner Brigitte, bien au-delà d'une compétence strictement technique sur le produit Anaplan lui-même, non? Oui, j'espère bien. En fait, globalement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, notre rôle premier, c'est de mettre en place, donc c'est d'amener cette compétence technique. Mais amener la compétence technique stricto sensu sans, effectivement, ou sans avoir une vision plus fonctionnelle, plus ouverte, et ayant cette expérience un petit peu de ce genre, justement, de situation fonctionnelle ou de process de budgétaire, je pense que ça aurait été pas suffisant ni efficace. Parce qu'effectivement, on n'est pas là justement pour juste interpréter des besoins fonctionnels et dire est-ce que ça vous convient ou pas. Non, je pense qu'on a amené effectivement une certaine capacité à dire il y a des arbitrages à faire, il y a des précisions où il ne faut pas y aller parce que ça va amener de la lourdeur, il y a des choses qui par ailleurs se font autrement, donc pourquoi pas. On a aussi essayé de modéliser les choses, c'est-à-dire même fonctionnellement, même sur Excel. Nos ateliers, c'est vrai qu'on était dans un mode super agile. On ne fait pas de compte rendu Word ou PowerPoint ou quoi que ce soit. Donc, on faisait des modélisations directement de l'outil ou un minima dans Excel. Et on faisait des ateliers sur Excel pour dire, voilà, aujourd'hui, construisons ces KPI ensemble. Et on le fait, on regarde, on teste. Et tout le monde était impliqué, hein, toute l'équipe du projet. Et ce travail-là, justement, de benchmarking, hein, enfin de brainstorming, pardon, a permis d'aller préciser les KPI. On a des KPI qu'on a précisés même à la V2, où on a, c'est-à-dire avec l'usage. Et c'est vrai que je pense notre rôle, c'était d'amener cette vision aussi fonctionnelle et projet, pareil. Donc justement, de par notre expérience sur le domaine OPM d'une façon générale. Bien. Merci beaucoup à tous les deux. Avant qu'on passe aux questions, est-ce que l'un et l'autre, d'ailleurs, vous auriez quelques conseils à donner à celles et à ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans l'aventure de cette fameuse planification connectée, des conseils tant en termes de méthodo que de pièges à éviter? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors moi, j'ai une vision biaisée, très empreinte Ah, très empreinte de la façon dont on a fonctionné sur ce projet, mais qui est aussi emblématique d'une conviction que moi je porte depuis toutes ces années où je travaille et où j'ai fait du projet, beaucoup de projets de divers ordres. C'est que un projet, il est réussi parce qu'il a plusieurs composantes. D'abord, c'est qu'a priori, on a choisi une solution technique qui va correspondre aux besoins. OK, donc là, en l'occurrence, on avait choisi Anaplan et donc c'était un choix et on s'était dit que ça allait correspondre à notre attente. Ça, c'est la première composante, c'est l'outil. La deuxième composante, c'est l'équipe projet du côté du client, c'est-à-dire qui décide, sur quoi et surtout, moi, je suis très, très convaincue que ça nécessite une implication bien au-delà de ce qu'on a tendance à croire ou à considérer.
il faut vraiment porter le projet. C'est-à-dire que mon alter ego côté RH, aux opérations RH et moi-même, on a vraiment piloté le projet, mais d'une manière extrêmement détaillée. J'ai été dans des ateliers avec les RH, enfin vraiment bien au-delà de ce que simplement on m'avait dit que, on pensait que je devais faire, mais moi j'étais convaincue qu'il fallait que je fasse ce que j'ai finalement fait. La troisième composante, c'est évidemment le partenaire, l'intégrateur. C'est cette trilogie qui fait qu'on réussit, on rate, ou on réussit bien, ou très bien, ou avec en plus ce petit vibe supplémentaire de on a vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose qui est même allé au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Mais du coup, Ça, comment on choisit son intégrateur? Parce que au niveau de la qualité de la relation qui est si critique hein, quand on vous écoute dans la réussite du projet, comment on peut sentir ou prévoir ce genre de choses? Est-ce qu'il faut faire un pilote? Est-ce qu'il faut faire alors, bah, déjà, on est dans l'environnement Anaplan, les intégrateurs, ils sont certifiés. Donc, quelque part, il y a déjà eu un choix par Anaplan Hmm. d'une liste d'intégrateurs. Et après, Philippe, je vais vous dire, c'est comme quand vous recrutez quelqu'un. Vous avez les mêmes enjeux et le même risque. Vous faites Hmm. des interviews, vous faites des entretiens, vous parlez, etc. Puis à un moment donné, ben, vous êtes convaincu, vous y allez, et puis bah, ça se passe bien ou ça se passe moins bien, ou vous êtes déçu, plus ou moins déçu, mais je dirais que c'est exactement la même chose, quoi. Il n'y a C'est pas de vrai recette aussi. magique, hein. C'est vrai aussi pour vous, Slim. Il y a des bons clients, puis il y a des clients avec qui c'est moins facile de communiquer parce que, ils sont sur une culture, de projet différente. Nous, on apprécie tous les clients. Euh, Allez, autrement, allez. autrement dit, moi, je suis tout à fait d'accord, et ça fait partie des conseils que vient de prodiguer justement Brigitte, c'est que là où on a apprécié le travail avec PwC, c'est que, en fait, nous, on dit, quand on présente nos propales, propositions commerciales et tout, on le met noir sur blanc sur nos plaquettes commerciales, de dire un des facteurs de succès, c'est l'implication du sponsorship. Hmm. Et ça, je pense que ça a été largement vérifié sur le projet PwC parce qu'effectivement, comme l'a dit Brigitte, je le dis tout de suite, c'est que c'était même pas un sponsorship, c'est une partie prenante de l'équipe du projet. Et on les a eus presque sur tous les ateliers, ils sont impliqués, qu'ils soient dans l'éducation, justement, du contexte du projet, des utilisateurs, effectivement, et dans le cadrage, mais aussi même dans les spécifications des KPI, de ce qu'on veut, des targets. Donc, cette implication nous a facilité largement le travail, nous a aidé, nous a conforté sur les choix techniques qu'on voulait faire, et on était en constante concertation entre nous. Donc ça, c'est important, et ça, moi, en tant que chef de projet, j'ai grandement apprécié, effectivement. Après, donc, l'autre face justement de cette collaboration-là, c'est qu'il faut aussi savoir, et je pense que PwC a su réagir, quand on a des moments difficiles, quand on a une première expérience où il y a certaines, allez, entre guillemets, je dis échecs, parce qu'on en a eu quelques-uns au début, en savoir tirer les conséquences. Et savoir comment réparer ça. Et je pense que sur la V2, on sait effectivement tout de suite avec Brigitte et Olivier côté RH, on a su effectivement détecter qu'est-ce qui n'a pas été au rendez-vous, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et on a su le réparer d'une manière pragmatique et directe. Et ça aussi, j'ai apprécié. Voilà. Parfait. Merci à nouveau à tous les deux. Je propose qu'on passe maintenant aux questions. Solène nous demande une question sur Anaplan. On a parlé d'IA tout à l'heure avec vous, Slim. Anaplan se base-t-il sur le système de reporting réel et apprend en IA à partir du réel pour faire des simulations? Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en tout cas sur le projet PwC, Oui. c'est-à-dire on a une lecture du réel, au moins le mois, c'est-à-dire chaque mois, on est en train d'alimenter la situation à date, qu'il soit au niveau de la position ou de la valorisation en euros de la paye. Mais aujourd'hui, on n'utilise que pour base de projection pour le prévisionnel, c'est-à-dire pour le forecast, l'atterrissage et le budget. Après, dans un appelant, il y a des capacités aussi d'aller mettre en jeu d'autres modules comme PlanIQ, qui est un module d'intelligence artificielle, pour qu'on puisse effectivement tirer de cette database du réel, enfin d'un historique de 5 ans ou plus,
des lectures prédictionnelles, entre guillemets, de moi j'ai en tête effectivement le taux d'attrition, parce que c'est un KPI qui est très suivi chez PwC, qui a un fort impact justement financier et de production. Donc c'est quelque chose qui serait dans la mesure du possible avec la plateforme d'Anaplan, oui. D'accord. Une autre question toujours de Solène. Comment Anaplan réalise-t-il le comparable réel versus plan, budget, réalisé probable, annuel, revu? Brigitte, tu veux reprendre la réponse ou je le fais? Alors, aujourd'hui, on a fait alors côté Phoenix uniquement, puisque côté FP&A, on est dans les early stages hein, du développement et on n'a pas encore fait la boucle complète. Côté Phoenix, on a fait l'année dernière un processus qui a prévu le budget pour toute l'année 24 chez nous, c'est-à-dire juillet 23 à juin 24. Donc, on a fait ce projet, on a fait le budget. Au moment du forecast, en fait, on a récupéré le réel qui s'est écoulé pour les 6 premiers mois et on a gardé en visie ce qu'on avait prévu au budget et on est venu modifier. Donc, certains ont écrasé, d'autres ont fait bouger les lignes pour faire bouger le budget et le transformer en forecast. Et donc, nous permettre d'atterrir sur un réel des 6 premiers mois et un budget révisé forecast des 6 mois d'après. Mais on était que dans le côté Phoenix. On n'a pas encore fait cette boucle-là du côté FP&A. Après, Slim, si tu veux juste, toi, parler de comment ça Tout se à passe, fait. comment En on fait, l'envisage. aussi bien dans la partie RH que dans la partie finance, on a prévu une possibilité de créer plusieurs exercices prévisionnels. Bon, pour l'instant, c'est fixé à 3 exercices ou 3 scénarios, mais en fait, c'est extensible à plusieurs. Donc, il y a le budget donc, qui couvre l'année prévisionnelle de l'année prochaine, FY 25 typiquement pour cette période-ci. Mais après, il y a une partie de reprévision qui peut se faire à partir du 3e mois du réel, après peut être à jour avec le 4e mois du réel, etc. et peut aller au-delà. Donc, comme l'a bien précisé Brigitte, il y a les 4 mois du réel plus la projection qui va. Donc, il y a des règles de gestion ou qui récupèrent du budget ou qui récupèrent de la projection des 4 mois pour constituer le forecast. Et après, il y a une phase qu'on appelle d'atterrissage qui se base sur 9 mois du réel plus les 3 mois, et c'est là qui va se baser effectivement comme ouverture pour le budget. Donc, ce mécanisme-là, il est dans les deux applications ou les deux modèles, sauf qu'il a déjà été expérimenté sur la partie RH, pas encore sur la partie finance, parce que le premier forecast, ça sera au mois d'octobre. Alors, à cela, donc, on dispose donc de scénarios, le réel, le forecast, le budget et l'atterrissage. Ces 3 scénarios-là restent quand même dans l'application. On fait des verrouillages à la fin de chaque exercice, des sauvegardes aussi dans des modules spécifiques, et ça nous permet par la suite d'aller faire des reportings de comparabilité. Je sais que, alors, c'est des reportings de comparabilité assez traditionnels, assez classiques, hein, donc qui comparent et qui font l'évolution. Mais sur la partie finance, c'est une partie aussi qu'on est en train de finaliser là, il y a une comparabilité aussi par rapport à une structure organisationnelle qui bouge dans le temps. Donc, on crée des états de comparabilité sur une structure organisationnelle actuelle ou celle de l'année dernière. Donc, on fait effectivement les deux modèles. Je ne sais pas si j'étais clair sur la partie structure orga parce que c'est important. C'est très propre chez nous, hein. C'est-à-dire que beaucoup plus que dans des firmes, que certaines firmes. Après, ça dépend aussi beaucoup de la taille, hein. Quand il y a des acquisitions, des cessions, ça peut aussi changer les organisations dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés de conseil. Mais chez nous, c'est la réorganisation, le rattachement de BU dans des lignes de service, etc. On passe notre temps à faire bouger les lignes, hein. Donc, le sujet de suivi et comparabilité entre le prévisionnel et le réel, c'est un véritable enjeu. Ça ne se traite pas comme ça d'un revers de main. Bien sûr. Bien, on arrive au terme de ce webinaire puisqu'il est presque midi. Brigitte et Slim, je voudrais à nouveau vous remercier très sincèrement pour la spontanéité de nos échanges. Je pense que ça a été très, très intéressant, très riche, très clair. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Évidemment, j'imagine que Slim
reste à votre disposition si vous souhaitez poursuivre la conversation, voire pour creuser d'éventuels besoins dans vos entreprises. Et puis au nom de la DFCG, je vous remercie également d'avoir participé à ce webinaire et puis j'espère vous retrouver très bientôt. À bientôt. Merci à Merci. tous. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Salut.